le titre de la conférence, laïcité française ou laïcité radicale, avec un point d'interrogation. Quand on a travaillé rapidement par mail avec le frère Moufid, on se posait la question de comment présenter le sujet, sur quelle thématique l'aborder et comment le présenter aux auditeurs. Et dans le même moment, il y a une petite au niveau de la presse, de l'actualité, il y a une petite polémique qui est née suite à l'article de deux auteurs américains qui ont justement soulevé le problème que je vais vous exposer dans cette conférence. Ils avaient noté, avec l'actualité que l'on connaît tous sur le terrorisme, qu'il y avait une prégnance ces dernières années d'auteurs, de personnalités, de personnes qui sont liées à ces différentes actions que l'on sait. C'est pas aucune obligation de les renommer, mais de culture qui était de culture francophone. Donc de culture francophone, pas forcément de nationalité française, de culture francophone et donc franco-belge. Et ils avaient noté, donc, dans un article qui s'appelle The French Connection, qu'il y avait peut-être là un indice qui montrait que la culture politique française, dans les pays où elle est prégnante, en France et en Belgique francophone notamment, il y avait une espèce de causalité entre un radicalisme d'origine religieuse et un radicalisme d'origine politique, notamment celui de la culture politique française qui est celle de la laïcité. Et donc cet article a mis en évidence qu'il y avait peut-être une relation de causalité entre le fait que certains de ces auteurs ont été poussés, je dirais, à l'action sur le fait qu'ils n'avaient plus de référence politique commune avec la culture de leur pays, qui les excluait. Donc, bien entendu, ce n'était pas la seule et unique raison. Il y avait des facteurs économiques, sociaux, que l'on connaît tous, que les médias ne cessent de répéter, les facteurs d'exclusion sociale, d'échecs scolaires, etc., etc. Mais ils notaient, donc ces deux auteurs américains, ils notaient que la laïcité c'était un facteur aggravant. D'accord ? La culture politique française faisait peut-être en sorte qu'il y avait une radicalisation des communautés musulmanes qui subissaient donc une politique, je dirais, entre guillemets, qui tire sa légitimité d'une certaine vision de la laïcité. Donc cet article il a fait un petit bruit pendant 3-4 jours. Bien entendu, ça a provoqué le scandale parmi l'élite médiatique, politique, intellectuelle française. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient vu là, encore une fois, ces deux auteurs américains qui remettent en cause le modèle français. Donc ça partait dans cette vision, cette analyse, en disant bon, c'est tout à fait normal, c'est des Américains, ils ont toujours eu un problème avec notre modèle français. En réalité, ils mettaient le doigt sur quelque chose que moi personnellement j'avais déjà visualisé depuis pas mal d'années et sur laquelle j'avais déjà travaillé, qui est d'ailleurs le sujet de mon principal ouvrage, et qui disait qu'en France il y avait quand même certains éléments qui étaient extrêmement contraignants pour une certaine minorité, qui est la minorité musulmane. Donc, puisque malheureusement les hommes politiques français, les médias et leurs intellectuels n'ont pas pris cet article au sérieux, l'ont rejeté à sa place et en y voyant là une critique purement anglo-saxonne du modèle français. Et donc, alors que c'était exactement là le sujet avec lequel je travaille avec Moufid, sur justement montrer qu'il y a une vision, une application de la laïcité aujourd'hui qui est considérée comme radicale. Dans le titre, on a mis radical, c'est justement pour faire l'écho directement à ce qu'on entend dans les médias aujourd'hui, les thèmes de radicalité, de radicalisation, de déradicalisation. Donc c'était aussi pour faire l'écho à ce qu'on entend et de montrer que, bon, sur l'islam radical, il faudrait parler aussi des autres radicalités, et notamment celle de la laïcité. D'accord ?
Et en réalité, sur la notion de radicalité, il y aurait beaucoup de choses à dire. Je vais essayer de vous résumer rapidement ce que moi je vise ici par la notion de radicalité. C'est assez différent de ce qui est véhiculé par les médias. Le terme radical, si on le comprend assez bien en termes de philosophie politique, la radicalité n'a jamais posé un problème. D'accord ? La radicalité, c'est, si on prend l'essence même, l'origine même du mot, être radical, c'est appartenir à la racine, d'accord ? À la racine d'une idéologie, d'une pensée, d'un courant. Et c'est aussi, dans l'autre occurrence du terme radical, on se dit d'un moyen radical pour lutter efficacement contre quelque chose. Par exemple, dans la phrase, un moyen radical de lutter contre la désertification, par exemple. Donc la radicalité en philosophie politique n'a jamais posé un problème. Au contraire, la radicalité, tous les grands penseurs dans l'histoire européenne ont été, à un moment donné de leur vie, des radicaux. Toutes les grandes idées novatrices ont été radicales. Donc, est-ce que c'est ce qui est visé par le terme radical? Non. En réalité, moi, ce que je vise dans le titre, et je pense que aussi les médias visent aussi cette idée, c'est plutôt l'idée d'extrémisme. Parce que là, il y a une différence entre la radicalité et l'extrémisme. On peut tous comprendre que l'extrémisme, c'est une pathologie, la radicalité, c'est une simple position. Et comment définir l'extrémisme? C'est assez simple. Hein. L'extrémisme, c'est imaginer qu'il y a un cadre normal des choses et on essaye de dépasser, d'accord, ces limites naturelles à telle ou telle idée. Donc on dépasse les limites, on sombre dans l'extrême. Mais on peut être radical en restant dans ses limites. D'accord? Donc, et dans ce sens-là, on comprend très bien qu'il peut y avoir des radicaux dans toute idéologie. Il peut y avoir des radicaux parmi les écologistes. Il peut y avoir des radicaux parmi les communistes. Il peut y avoir des radicaux parmi les socialistes, les libéraux, des radicaux parmi les chrétiens. Moi-même, si je suis considéré comme un musulman radical, ça ne pose aucun problème si on le comprend comme ça, si on l'explique comme ça. Donc la radicalité en tant que telle n'est pas un problème. Bien entendu, c'est l'extrémisme. Je pense que les médias aussi, lorsqu'ils utilisent le terme radical, veulent en vérité parfois signifier l'extrémisme. Et l'élément qui est important à comprendre, c'est que la mauvaise utilisation du terme radical, eh ben, quand on regarde les débats qu'il y a autour de ces termes, qui sont extrêmement importants dans la presse et dans les médias, j'ai remarqué qu'il y a très peu de philosophes qui ont compris le risque de l'utilisation massive du terme radical. Puisque si on commence à attaquer la radicalité dans le sens de la philosophie politique, et bien finalement on va faire triompher les idées, la pensée unique, le conformisme. D'accord? Puisque on va essayer en luttant contre les idées radicales, les mouvements de pensée radicaux, finalement, fatalement, on est amené à faire triompher la pensée commune, la pensée conforme, la pensée unique, donc où tout le monde pense comme tout le monde, d'accord, sans nouvelles idées novatrices qui bousculent la société et la fait évoluer. Encore une fois, dans l'histoire, toutes les nouvelles idées ont été des idées radicales, d'accord. Et ça, c'est quelque chose d'important. Donc, dans le titre, laïcité française, une laïcité radicale, maintenant, on comprend mieux ce que je vise, c'est plutôt la laïcité extrémiste. Et là, dans le sens, je dirais, un philosophe français, Pascal, définissait l'extrémisme, il ne définissait pas l'extrémisme, puisque le terme n'existait pas encore, il était très peu utilisé, mais utilisait le terme de tyrannie. Donc tyrannie, qu'est-ce que c'est? C'est lorsqu'on essaie de dépasser son ordre et on essaie d'imposer sa volonté au-delà des limites. Donc, ici, la laïcité, comme n'importe quelle idée, peut être tyrannique, peut être extrémiste. Et c'est là où plutôt on doit s'intéresser au lieu d'utiliser un terme qui est dans la philosophie politique qui ne veut absolument rien dire, puisqu'on sait, comme je vous l'ai dit, que beaucoup d'auteurs peuvent être qualifiés de radicaux. Donc une laïcité extrémiste, une laïcité tyrannique qui a une volonté de dépasser son cadre naturel, d'accord, pour s'imposer au-delà de ces limites qui ont été fixées, comme on va le voir par l'histoire. Donc, si on comprend bien ici le terme radical qui vise en réalité extrémisme et tyrannie,
on est obligé maintenant de s'intéresser à la deuxième partie du titre, qui est le cœur du sujet, sur la laïcité. La laïcité, c'est, pour commencer par, je dirais, d'un point de vue purement pédagogique, académique, il y a différentes définitions de la laïcité. Il y a la définition niveau 0, ça veut dire celle qui mettra tout le monde d'accord. Et ensuite, on peut monter en échelon et rajouter des subtilités à cette définition et lui donner plus de poids. La laïcité, comme vous savez à peu près tous maintenant, puisque c'est quelque chose qui est assez maintenant, qui fait partie de la culture politique française, la laïcité, elle peut être considérée comme la neutralité de l'État et de ses institutions vis-à-vis de toute religion et de toute croyance. Donc il y a une espèce d'indépendance entre l'État et la religion. L'État considère que les églises et les religions sont toutes égales à ses yeux et n'interfèrent pas dans leur fonctionnement. De la même manière que les églises et les religions n'interfèrent pas dans le fonctionnement de l'État. Donc ici, la laïcité est parfaitement synonyme de neutralité, avec un État indépendant et autonome vis-à-vis de la religion. Si on définit la laïcité comme ça, on s'aperçoit que c'est une idée qui est commune à tout le monde occidental. D'accord ? Tout le monde occidental a cette idée de neutralité de l'État vis-à-vis de la religion. Et ça nous amène à nous interroger sur la spécificité française. Pourquoi la France a une vision plus particulière de la laïcité ? Donc, il faudra revenir sur l'histoire de l'imposition de cette laïcité. C'est assez complexe, assez long, mais grosso modo, si je pars du principe que dans mes recherches, je remarque que l'Occident a été uniformisé par le christianisme, et aujourd'hui c'est un fait commun, un fait accompli chez toutes les grandes disciplines, pour faire découler la laïcité, la plus neutre, du christianisme. Donc là encore aussi, je vais faire la parenthèse parce que pour vous expliquer le lien entre la laïcité et le christianisme, je pourrais le faire, j'espère qu'il y aura des questions là-dessus, je vous répondrai assez rapidement. Mais de manière globale, cette idée de neutralité de l'État est issue d'une vision chrétienne et d'un mouvement extrêmement important dans le monde occidental qu'on appelle la sécularisation. Donc la sécularisation, là aussi, pour expliquer ce mouvement et ce phénomène, c'est tout simplement, pour le résumer, c'est un mouvement de recul de la religion, un recul progressif de la religion. Ça veut dire que dans les sociétés occidentales, à un moment donné, vous avez l'apogée du christianisme, qu'on peut situer entre le XIe et le XIIe siècle, où le poids de l'Église chrétienne était extrêmement important, qui contrôlait tous les champs de la société occidentale, en termes de politique, en termes aussi de culture. Donc le poids était extrêmement important. Et puis finalement, à partir du Moyen-Âge, donc on a l'apogée de l'Église chrétienne en tant que référence sociale et politique. Et puis finalement, on va avoir une régression de la religion au fur et à mesure des siècles, pour différentes raisons qui sont propres au christianisme. Donc ce phénomène de recul progressif de la religion, les sociologues, les anthropologues, les historiens appellent ça le phénomène de sécularisation. Pourquoi la religion chrétienne recule ? Ça, c'est un grand sujet de débat entre philosophes, théologiens et historiens, mais beaucoup énoncent qu'à l'intérieur de la religion chrétienne, il y avait des contradictions internes qui faisaient que de toute façon, à partir de la création du christianisme par Paul de Tarse, le christianisme portait en soi les germes de sa propre mort en réalité. D'accord ? Donc je ne vais pas développer plus ce sujet, il y aurait énormément de choses à dire. Quoi qu'il en soit, la notion de sécularisation elle est propre au monde occidental, et cette idée de neutralité donc, politique de l'État vis-à-vis des religions est partagée dans tout le monde occidental, puisque tout ce monde occidental était chrétien auparavant. La différence avec le reste du monde occidental, la France, c'est l'idée de séparation. C'est là où la France va avoir une petite spécificité par rapport aux autres pays européens. La spécificité française, l'invention française, c'est justement de séparer nettement par une loi les églises
et les religions et l'État. La séparation ici dans l'idée de divorce, d'accord? C'est pas une simple séparation, c'est vraiment dans l'esprit d'un divorce entre l'État et les religions. Et cette séparation, elle s'est faite, donc elle a été concrétisée par la loi de 1905, mais la loi de 1905, elle n'est pas arrivée comme ça. Il y a eu tout un vaste mouvement qui consistait je dirais, laïciser certaines institutions, et parmi les premières institutions à être laïcisées, c'est l'institution publique, l'éducation nationale. Donc on a des lois à partir du 19e siècle qui essayent de arracher tout le système d'éducation du poids de l'Église. D'accord? Et très souvent, les initiateurs de ces lois, si on regarde qui sont-ils, on peut remarquer que très souvent, ce sont des personnes qui étaient foncièrement anticléricales, c'est-à-dire qu'elles étaient contre l'Église, mais parfois, même plus que ça, elles étaient antichrétiennes. Ça veut dire que, grosso modo, sans rentrer dans les détails, beaucoup étaient ce qu'on appelle des libres penseurs. Au XIXe siècle, les libres penseurs, c'est ce qu'on pourrait appeler synonyme de franc-maçon. Hein. Les francs-maçons, je pense que vous connaissez tous ce que c'est. Au XIXe siècle, en France, c'est l'âge d'or de la franc-maçonnerie, de la libre pensée. C'était aussi souvent des hommes politiques qui étaient protestants. Et donc là, on peut se dire qu'il y avait peut-être un règlement de compte avec les anciens protestants contre l'Église catholique. En tout cas, c'était des personnes qui partageaient l'idée qu'il fallait décatholiser la France et la déchristianiser. Et très souvent, ils se réfugiaient derrière un anticléricalisme. C'est-à-dire que se dire non, mais le problème, on n'a aucun problème avec la religion. En vérité, c'est l'Église chrétienne, c'est le poids des prêtres et des curés qui est trop important. Et c'est ça que l'on combat. Et très souvent, quand on regarde leurs écrits, leurs lettres anonymes, etc., et on remarque qu'ils avaient un double langage. D'accord? Donc, double langage, c'est-à-dire qu'ils avaient un langage pour le public français de l'époque, au XIXe siècle, et puis entre eux, ils avaient un autre langage, le langage qui était clairement de déchristianiser la France, c'est-à-dire de combattre l'influence de la religion, pas seulement, mais aussi de faire en sorte que le français devienne moins religieux. D'accord? Il y a une phrase assez importante d'un ancien inspecteur de l'académie à l'époque, je ne me rappelle plus exactement de son nom, qui disait une chose très simple sur l'école. Il disait que l'école, qu'est-ce que c'est? C'est un endroit où on prend un fils de chrétien, on le jette et il en ressort libre penseur. Donc on voit bien que l'école, dans la vision de ces auteurs, servait à réduire l'influence du christianisme, non pas seulement dans le champ public et social, mais aussi en termes purement privés. C'est-à-dire qu'il fallait casser la foi chrétienne à l'intérieur des consciences de ces élèves et de ces Français qui fréquentaient la nouvelle école qui était gratuite, laïque et obligatoire. D'accord? Et ça, on a toute une série de lois entre 1850 jusqu'aux lois de Jules Ferry, que vous connaissez, Jules Ferry, excusez-moi, que vous connaissez tous, qui ont achevé la laïcisation de l'école. Et cette spécificité française, elle est absente. La loi de 1905, il n'y a pas d'équivalent de loi de 1905 dans d'autres pays en Europe. D'ailleurs, le mot laïque lui-même, la laïcité lui-même est française. Il n'existe pas de terme équivalent dans d'autres langues. En anglais, on a ce qu'on appelle le sécularisme, mais on l'a en français aussi, c'est la sécularisation. Mais on voit bien que le niveau supérieur de laïcité n'existe pas encore, pas très bien dans le monde anglo-saxon. Et le terme de la séparation des églises et de la religion et de l'État n'existe pas sous la forme actuelle en France. Je prends un exemple le plus simple, c'est l'Angleterre. L'Angleterre, c'est un pays sécularisé, puisque c'est un pays chrétien, donc il a forcément suivi la sécularisation, mais l'Angleterre a dans sa constitution, il n'y a pas de constitution en Angleterre, il y a des textes à valeur constitutionnelle, mais grosso modo, dans ses principes constitutionnels, il n'y a pas de laïcité. Le chef d'État, la reine d'Angleterre, est obligatoirement chef de l'église anglicane. D'accord? Et à tel point que ça n'existe pas, il est impossible pour un souverain anglais de ne pas être chrétien anglican. Donc c'est écrit textuellement dans les textes.
Donc si le prince Charles ou William, par exemple, décidait de se convertir au bouddhisme ou à l'islam, par exemple, il ne pourrait pas devenir roi d'Angleterre. Donc ce serait il y aura un gros problème constitutionnel au niveau anglais. Donc l'anglicanisme est religion d'État. Et donc cette spécificité française est déjà assez évidente. Et dans d'autres pays aussi, hein, sans avoir de religion d'État, par exemple aux États-Unis, il n'y a pas de religion d'État. Il y a une idée de laïcité qui existe, mais qui n'a rien à voir avec l'idée française, hein, c'est-à-dire de combattre l'expression de la religion dans l'espace public. Ça n'existe pas. L'exemple le plus encore évident, c'est le dollar américain. Hein. C'est écrit noir sur blanc, in God we trust, et en Dieu nous croyons. Vous savez bien aussi qu'aux États-Unis, l'athéisme est extrêmement mal vu. Donc, il y a une idée de neutralité de l'État américain, de l'État fédéral américain vis-à-vis de la religion. L'État fédéral américain ne subventionne aucune religion, les traite tout à égalité, mais le fait de vouloir promouvoir la libre pensée, déchristianiser le peuple américain, c'est totalement étranger. Donc les pères fondateurs de la Constitution américaine étaient tous des fervents croyants, même s'ils étaient francs-maçons. Encore une fois, dans la franc-maçonnerie, il y a différents courants, des plus athées aux plus, je dirais, humanistes dans le sens chrétien. Et donc cette idée de combattre l'expression de la religion était totalement étranger aux pères fondateurs des États-Unis d'Amérique. Donc cette idée vraiment existe vraiment en France, dans le sens de non seulement d'être sécularisé comme tous les pays occidentaux, de séparer l'idée de l'État des religions, mais en plus d'avoir cette petite idée non dite, implicite, de combattre l'expression de la religion et de faire en sorte d'accéder à la modernité. À l'époque, au XIXe siècle, accéder à la modernité, c'est en fait ne plus avoir de foi, ne plus croire en Dieu. Dieu, c'est une idée archaïque, et pour accéder à la modernité, il fallait forcément non seulement être laïque, mais avoir une foi laïque, d'accord? C'est-à-dire totalement épurée des anciennes formes traditionnelles de la religion. Donc cette volonté de laïciser dans le sens de réduire la religion au sein de la population française, c'est une idée qui existe depuis le XIXe siècle, d'accord? Et qu'on entend aujourd'hui certains hommes politiques et intellectuels dire « mais nous finalement on n'a rien contre l'islam, c'était exactement la même chose au XIXe siècle pour les catholiques ». Dans un sens, ils ont raison. Dans un sens, c'est pas une véritable, je dirais, problème avec l'islam. C'est que l'islam, c'est la religion aujourd'hui qui a une certaine vitalité dans le sens de la pratique et dans le sens de l'expression. Et donc c'est la religion à domestiquer, à laïciser et à abattre finalement. Donc dans ce sens-là, ils ont raison. Quoi qu'il en soit, en 1905, il faut bien comprendre qu'il y avait aussi une autre vision de la laïcité. C'était une vision qui était totalement libérale, dans le sens que nous, c'est l'État. C'est l'État qu'on rend sans religion, mais on ne combat pas l'expression de la religion. Il y avait une vision très libérale, je dirais, à l'anglo-saxonne de la laïcité française. Donc il y a des hommes politiques français comme Aristide Briand qui étaient dans cette optique. Et d'ailleurs, c'est lui qui a fait triompher cette idée de la laïcité. Alors que d'autres étaient dans une optique beaucoup plus radicale, entre guillemets, beaucoup plus extrême. C'est-à-dire qu'il fallait avoir une laïcité beaucoup plus armée contre l'expression de la religion. Quoi qu'il en soit, la sensibilité qui a triomphé, c'est la sensibilité libérale, puisque lorsqu'on regarde la loi de 1905, c'est simplement la neutralité de l'État pour que l'État ensuite juge à égalité l'ensemble des religions et ne crée pas de distinction d'ordre religieuse et philosophique. Quoi qu'il en soit, les deux visions de la laïcité, elles ont toujours existé, elles ont été antagonistes, et aujourd'hui encore. Et cet antagonisme existe. On entend certains hommes politiques, alors, certains, c'est une minorité, ils ont encore cette vision libérale de la laïcité. Malheureusement, on n'entend plus beaucoup, ça est plutôt plus présente chez certains universitaires, les spécialistes de la laïcité, que dans le monde médiatique politique. Dans le monde médiatique politique, la vision de la laïcité qui est prégnante, on la connaît tous, c'est la laïcité qui est dogmatique, c'est la laïcité qui est vraiment rigide et qui cherche vraiment à combattre l'expression des religions.
Jusque-là, je n'ai pas parlé de la relation avec l'islam. Et en 1905, vous savez, lorsque la France a mis en place cette loi, ça fait déjà 75 ans que l'Algérie est une terre sous domination coloniale. Donc, la loi a été faite en réalité pour les Français de métropole, mais comme l'Algérie, vous le savez, c'était un département français, c'était une terre française, aussi française que la Réunion ou la Corse, normalement, la loi de 1905 aurait dû s'appliquer. Le fait est que lorsque les Français sont rentrés en Algérie, en 1830, je vous rappelle la prise d'Alger, donc ça remonte à déjà très longtemps, par rapport à 1905, 75 ans avant, les Français ont eu, pour faciliter leur emprise de domination coloniale, se sont tout de suite attaqués aux institutions religieuses algériennes. Donc c'était tout de suite leur principal objectif, c'était de détruire et de contrôler les institutions religieuses algériennes, les waqf, on appelle ça les waqf, des biens de la morte qui assuraient l'indépendance des imams et des théologiens. Parce que contrôler, en termes d'islam, c'est simple, hein, pour contrôler les musulmans, c'est extrêmement simple, il faut contrôler les imams, les théologiens et tout ce qui concerne les institutions religieuses. Là, en contrôlant ces institutions, on s'assurait le contrôle d'une grande partie de la population musulmane. D'ailleurs, c'est une pratique qui est encore aujourd'hui, à l'heure actuelle, qui existe dans le monde arabe, puisque en contrôlant la caste ce qu'on appelle des imams et des savants, l'État s'assure la domestication de leur population. Donc les Français, lorsqu'ils sont arrivés en Algérie, ont détruit ces institutions et les ont remplacées par les leurs et ont cherché à former leurs théologiens, leurs imams, leurs représentants du culte musulman. Mais si le problème avec la loi de 1905, c'est si en Algérie les Français appliquaient cette loi, qu'est-ce que ça voulait dire concrètement? Ça voulait dire que finalement, l'administration coloniale était obligée de libéraliser les institutions musulmanes, donc de les laisser libres de tout contrôle. Et très rapidement, les premiers indépendantistes algériens, donc souvent qui étaient issus eux-mêmes du mouvement des théologiens et des leaders politiques, de Badis à Salih Haj, avaient tout de suite compris l'intérêt de l'application de la loi 1905 en Algérie. Parce qu'ils disaient que si on appliquait cette loi, ça libérait du contrôle colonial les institutions musulmanes. Bien entendu, les administrateurs coloniaux de l'Algérie française ont, de manière totalement hypocrite, alors même qu'ils considéraient que l'Algérie était terre française, ont refusé d'appliquer la loi de 1960 parce que, justement, ça permettait de mieux contrôler le culte musulman, de ne pas l'appliquer. D'accord? Donc la première rencontre que les musulmans ont avec cette loi de 1905 en Algérie, il y a déjà une rencontre assez négative, assez hypocrite, dans le sens que lorsqu'il faut l'appliquer parce qu'elle est favorable aux musulmans, on ne l'applique pas. D'accord? Donc ça, c'est jusque dans les années 30, il y a des revendications constantes des leaders indépendantistes ou autonomistes algériens, ils n'étaient pas encore souvent indépendantistes, qui demandaient l'application de la loi de 1905. Ça a été fait que dans les années 40, avec des aménagements pour finalement ne pas libérer le culte musulman de l'emprise du pouvoir colonial français. Donc ça, c'était en Algérie. Donc on remarque en 1905, de 1905 jusqu'à les années 80, on remarque que la laïcité française, finalement, il y a une espèce de période creuse. Donc la loi elle a été appliquée, donc elle a fait des remous, hein. Il faut revoir l'histoire de l'époque. Il y avait des émeutes dans certaines églises, des populations de villageois qui résistaient contre le pouvoir civil. Donc finalement, tout est rentré dans l'ordre, et entre 1905 jusqu'à dans les années 80, la loi de la laïcité, même en tant que fondement politique et juridique, était un fait acquis. Il y a quelques circulaires pour aménager l'enseignement privé dans les années 50, une circulaire en 1950 et une autre dans les années 80. Avant cela, il y avait une circulaire dans les années 30 qui interdisait le prosélytisme politique, pas religieux, puisque de toute façon, le catholicisme a été domestiqué. Le seul prosélytisme qui menaçait la cohésion à l'époque, c'était la propagande politique. Donc il y avait une circulaire
dans l'esprit laïque, qui interdisait aux professeurs de faire de la propagande politique devant leurs élèves. D'accord? On est dans les années 30, la menace, c'est le communisme, d'accord? Entre deux guerres, vous savez, je vous rappelle le cours d'histoire, la menace était d'ordre communiste et stalinienne. Vous savez qu'il y avait un parti communiste très fort qui recrutait énormément chez les professeurs, donc il y avait cette peur de voir ces élèves être endoctrinés par la propagande marxiste. Donc jusqu'en 1905 et les années 80, il n'y a plus rien. Et puis tout d'un coup, à la fin des années 80, il y a une réactivation d'une certaine idée de la laïcité qui coïncide avec l'apparition sur le champ politique de nouveaux citoyens, entre guillemets, des musulmans, notamment des musulmanes qui portent le voile. Donc on a en 1989 la première affaire du voile en France, et même dans le monde occidental de toute façon, où des collégiennes ont été expulsés pour port du voile. Et ça coïncide avec quoi? Ça coïncide avec l'apparition d'une première génération musulmane purement autochtone, c'est-à-dire indigène, grosso modo des musulmans qui sont nés ici. Donc qui sont nés ici, puis finalement, par des processus X ou Y, décident de pratiquer leur religion, et donc pour la musulmane, de porter le voile. Et donc, en 1989, on a pour la première fois la réintroduction dans le champ public, la visibilité publique, d'un signe d'expression religieuse. Et donc, on a un moment ici de flottement de la part des décideurs politiques et de toute cette intelligentsia, ne sachant pas comment s'y prendre. Et la première réaction du Conseil d'État, c'est un avis plutôt libéral, d'accord, en disant que, bon, c'est vrai, la France, c'est un État laïque, mais il n'y a aucune contradiction avec le fait que des élèves portent le voile, puisque la neutralité ici, c'est la neutralité de l'État, c'est pas la neutralité des collégiens et des élèves de manière générale. Donc, porter un signe extérieur d'appartenance à une religion, ça ne posait pas de problème à la laïcité. Donc, on voit bien que la ville est très libérale, puisqu'il s'inspire directement de l'esprit de la loi de 1905. Mais finalement, au cours des années 90, on sent, avec la multiplication du voile et l'émergence d'une nouvelle génération, de la première d'ailleurs, si on prend sociologiquement avec l'histoire de l'immigration, les années 80 et les années 90 coïncident avec l'émergence de la première génération strictement française. Auparavant, on avait encore des constructions sociologiques mixtes, c'est-à-dire qu'on avait des personnes qui étaient nées à l'étranger, qui avaient grandi à l'étranger, qui étaient socialisées à l'étranger, et puis qui venaient en France et qui acquéraient la nationalité française. Mais à partir des années 80-90, là, on a vraiment la première génération endogène, musulmane, née ici, qui a grandi ici, qui a été socialisée ici et qui fréquente les écoles, et donc qui a une espèce, je dirais, de pratique religieuse qui est totalement décomplexée. D'accord, je pratique, c'est mon choix, et sans aucune autre considération. Et donc, avec la multiplication de ces affaires, on sent qu'il y a une rigidité de la laïcité qui commence à apparaître, les différents avis du Conseil d'État, les différentes circulaires qui commencent à être de plus en plus rigides dans leurs avis. D'accord, en essayant de restreindre au maximum donc l'expression sur le champ public de la religion, notamment par le voile. Jusque en 2004, vous savez, 2004-2005, où la première loi a été imposée, donc en officialisant un fait extrêmement, à mon sens, qui est extrêmement grave, c'est que le fait non seulement aujourd'hui, ce n'est plus l'État qui doit être laïque, qui doit être neutre, mais c'est aussi les usagers du service public, les élèves, les étudiants aussi doivent montrer qu'ils sont laïcs. Donc on a ici, dans le pur esprit de ce que je vous avais dit sur la tyrannie ou l'extrémisme, on avait un cadre légal de la laïcité, d'accord, le principe de neutralité, et puis finalement, on a un dépassement de cet ordre, ce n'est plus l'État simplement qui est laïque, mais la laïcité va venir vouloir s'appliquer à
à la société elle-même, d'accord? Et principalement, donc, en droite ligne, les élèves de l'enseignement public. Et ça suscite énormément de questions. La première question, c'est de se dire, en réalité, qu'est-ce qui est laïque? Donc c'est une question, aujourd'hui, quand on regarde dans le débat politique depuis ces 10 dernières années, personne n'ose répondre. Qui est laïque? Il faut qu'il y ait, je dirais, une circoncision du terme et de son applicabilité en juridique. Parce que si on nous dit que l'État est laïque, et non seulement l'État est laïque, mais aussi la société doit être laïque, on voit bien qu'on a ici une espèce d'idée totalitaire, dans le sens que le totalitarisme, tel qu'il a été expliqué par les politologues, c'est la volonté de faire coïncider la croyance de l'État avec la croyance des individus. Donc il doit avoir exactement la même croyance. C'est pour ça que dans les partis totalitaires, dans les États totalitaires, l'Allemagne nazie, les républiques soviétiques, ils ne toléraient pas d'autres partis. C'est que des régimes à parti unique. D'accord? On a un État nazi, on a une population qui doit adhérer strictement au nazisme. De la même manière, la dérive de la laïcité, elle suscite ce genre de questions qui, d'un point de vue constitutionnel, personne n'y répond. On ne sait pas. D'accord? Et ça, c'est comme si c'était une question piège. Et c'est assez problématique. Et sur l'ensemble du mouvement de radicalisation de la laïcité, c'est-à-dire le dépassement de son art, à partir de 2004, on a une espèce d'emballement médiatique. Donc on a l'interdiction pour les musulmans de porter le voile. Ensuite, on a en 2010 l'interdiction du voile intégral. Mais alors là, c'est pas la laïcité qui a invoqué, c'est des questions de sécurité. Certains invoquaient la laïcité, mais ils ne le pouvaient pas, parce que s'ils invoquaient la laïcité, ça voudrait dire que même la rue, le dehors, doit être laïque. Et là, ça posait des gros problèmes. Donc, l'invocation, là, je dirais, l'élément qui était suffisant, c'était des considérations d'ordre sécuritaire. Donc, on ne se voile pas le visage pour des questions de sécurité. D'accord? Mais certains hommes politiques avaient déjà l'idée d'intégrer le principe de laïcité dans cette loi. Mais ça n'a pas été fait pour des questions juridiques parce que ça allait poser d'énormes problèmes d'application. Ensuite, on a encore une longue dérive de la laïcité, c'est que non seulement maintenant ce sont les élèves, mais on s'interroge aussi sur le fait que leurs mamans, des mamans qui accompagnent les enfants, c'est-à-dire que non seulement c'est des élèves qui doivent être laïcs, mais maintenant on va essayer d'appliquer cette laïcité aux parents. D'accord? Et on interdit, il y a des circulaires, la circulaire de Luc Châtel, l'ancien ministre de l'Éducation nationale, qui énonce que les mamans voilées remettaient en cause le principe de laïcité. Donc les élèves, donc au départ, suivez bien le mouvement. On a la laïcité de l'État, la neutralité de l'État, puis finalement on a la neutralité des élèves. Non seulement après ensuite c'est la neutralité des parents d'élèves, donc on a un fil conducteur. Ensuite, on a toujours dans le même ordre d'idée, on a des débats et des polémiques qui naissent dans cette optique. Par exemple, je prends l'exemple de l'affaire de la crèche qui interdit à toute personne de manifester sa religion si elle est dépositaire d'une mission de service public, même si elle n'est pas elle-même fonctionnaire. Ça veut dire que là, on a encore une couche de plus. Si une personne qui n'est pas fonctionnaire, c'est-à-dire qui ne travaille pas dans la fonction publique, mais si elle a une mission de service public d'intérêt général, la laïcité doit s'appliquer sur elle. Je rappelle l'histoire, c'était une nounou voilée qui a été licenciée pour cause du port du voile et qui a été déboutée au prud'homme à la Cour de cassation, et finalement le Conseil d'État a donné raison en disant que non, le principe de laïcité devait s'appliquer. Ensuite, on s'interroge maintenant sur appliquer la laïcité. Avant ça, c'était les repas halal. D'accord? Les repas halal. C'est-à-dire que même l'alimentation, elle doit être laïque.
Donc on a encore un dépassement du cadre originel de la laïcité vers même la nourriture. Ensuite, on s'interroge sur le secteur privé. Donc le secteur privé, vous savez, il y a une distinction, le secteur public, la fonction publique, et le secteur privé, les entreprises privées sont libres d'employer et de qui elles le souhaiteraient. Et donc, on s'interroge sur l'application d'une loi qui obligerait certaines entreprises à faire appliquer le principe de laïcité dans une entreprise privée. Donc là, on a encore un nouveau niveau. Ensuite, on s'interroge sur l'interdiction du voile à la fac, d'accord, à l'université. C'est aujourd'hui même que Emmanuel Valls, excusez-moi, a énoncé clairement que l'idée, elle était là, mais que juridiquement, d'un point de vue des constitutionnels, c'était encore très difficile de la mettre en place. Il y avait des blocages. Mais l'idée, elle est là. L'idée est de faire en sorte que l'université aussi soit un espace totalement laïque. Donc on voit bien qu'il y a aussi encore deuxième polémique juste avant, c'était tout ce qui concernait les écoles privées hors contrat. Donc des écoles privées, dans le secteur privé, mais non seulement hors contrat, c'est-à-dire qu'elles n'ont aucun devoir vis-à-vis de l'État. Même elles, maintenant, on s'interroge sur le fait comment pouvoir appliquer les principes de laïcité, c'est-à-dire de réduction de l'expression de la religion sur le champ public. Donc vous voyez bien que si on comprend ce mouvement général, il y a bien une dérive radicale de la laïcité. Ici radicale dans le sens extrémiste, dans le sens pascalien du terme, tyrannique. Une laïcité qui déborde de son ordre naturel pour pouvoir s'appliquer à tous les champs de la société. Et on sent bien ici que la laïcité, elle prend une posture religieuse. D'accord? C'est une sorte de nouvelle religion d'État, qui veut s'appliquer à toute la population. Et quand je dis une qualification de religion, c'est vraiment, je suis en dessous de la réalité, puisque dans l'esprit des pères fondateurs de la laïcité, il y avait ce côté religieux, de faire de la laïcité une nouvelle religion, dans le sens que la monarchie d'Ancien Régime avait le catholicisme, religion d'État. La République doit avoir sa nouvelle religion dans la laïcité. Et on remarque que ce soit au XIXe siècle ou que ce soit au XXIe siècle, on remarque bien que l'une des institutions en phare de ce combat, c'est bien l'éducation nationale. D'accord ? L'éducation nationale, c'est une des premières institutions de l'État français à être rendue laïque. Depuis les premières lois, c'est 1850. Et on sent bien que l'éducation nationale a vraiment été dans le fer de lance dans la laïcisation de la société française. Il y a une parole célèbre de Mussolini, dictateur fasciste italien, qui disait, puisque l'éducation nationale, ça s'appelait avant l'instruction publique. Donc c'est passé dans les années 30 de l'instruction publique à l'éducation nationale. Et peut-être pour vous, il n'y a pas de grande différence, mais une très grande différence entre un ministère qui a simplement pour tâche d'instruire et un ministère qui a pour volonté d'éduquer. Donc d'éduquer, il y a une idée de formater. D'accord ? Mussolini disait la transformation de l'éducation nationale en instruction publique est la plus fasciste de mes réalisations. D'accord ? Et ça a été réalisé aussi en France. On est passé de l'éducation nationale de l'instruction publique à l'éducation nationale. Et on sent bien que encore aujourd'hui, il y a l'éducation nationale et le fer de lance dans cette politique de laïciser, de combattre l'expression de la religion et de formaliser les esprits, d'accord, à l'acceptation de la laïcité comme religion. D'où le fait qu'aujourd'hui on a introduit un cours de morale laïque. Un cours de morale laïque, grosso modo, qu'est-ce que c'est ? C'est un cours de théologie. C'est un cours de théologie, simplement la référence c'est plus Dieu, la Bible, l'histoire de l'Église, c'est des nouvelles références qui sont purement laïques, qui ont été totalement sécularisées. Mais un cours de morale, la morale avant a été religieuse, aujourd'hui elle est laïque, on voit bien qu'il y a bien une volonté de faire de la laïcité une religion
de manière implicite, c'est pas dit. Très souvent, même, c'est dit. Hein. Je vous le dis de manière claire, si vous regardez l'ancien ministre de l'Éducation nationale, Vincent Payon, donc il a une vidéo sur YouTube, il explique de manière très claire, droit dans les yeux, qu'est-ce que la religion, la laïcité, et que oui, il y a une volonté de faire de la laïcité une religion. Sur l'ensemble de ces problématiques, on remarque que la dimension religieuse de la laïcité est assez, en France, est assez subtile. Parce que comment elle se met en place pour se faire accepter vis-à-vis de l'ensemble de la population. Donc on remarque qu'il y a la laïcité française, c'est un des pôles parmi les trois pôles qui constituent le système français, la République et la démocratie, et on sent que la laïcité française, pour parvenir à ses fins, elle a deux grandes solutions. C'est-à-dire qu'elle va utiliser des outils démocratiques, de ce que je vais appeler moi de la démocratie d'opinion. C'est-à-dire que pour faire passer ces principes, ces principes d'un point de vue religieux, elle va utiliser les armes de la démocratie d'élection, d'opinion, pour s'imposer. Un exemple. Pour mettre en place des lois qui sont liberticides, de manière claire et nette, qui réduisent la possibilité de pratiquer sa religion pour une certaine minorité. Donc qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va utiliser l'opinion publique. L'opinion publique, on sait très bien dans ce pays, l'opinion publique est formalisée par les médias. Donc il suffit pour les médias qui sont, vous savez, un copain avec certains politiques, de présenter une certaine, de faire peur aux citoyens et de lui donner une certaine image pour faire en sorte d'orienter l'opinion publique à plus de répression laïque, entre guillemets, et d'un point de vue totalement démocratique. D'où la grande utilité des sondages. Si on remarque, à chaque fois qu'il y a eu une volonté de légiférer, c'était très simple pour l'homme politique. Il y avait des sondages qui étaient proposés à l'ensemble des citoyens. Et on remarquait de manière très claire, les résultats étaient toujours entre 70 et 85% favorables. Si vous demandez aujourd'hui un sondage sur l'interdiction du hijab clair et net en France, c'est sûr et certain, vous avez au moins les 3/4 des sondés qui vont répondre clairement la réponse, oui, le hijab est un signe de régression de la femme, etc., etc. Donc, on voit bien que la laïcité va utiliser des outils démocratiques, parfaitement démocratiques, qui vont faciliter la tâche aux hommes politiques, qui vont avoir l'aval démocratique pour pouvoir appliquer leurs lois. Et donc on est dans un espèce de circuit fermé où il est très difficile de changer la donne de manière structurelle. Et on a des lois totalement démocratiques, hein, l'interdiction du hijab, l'interdiction du niqab, qui sont parfaitement avalisées par l'ensemble de la population française. Mais encore une fois, c'est corroborer, c'est mettre en avant une des tares de la démocratie. Parce que, encore une fois, je ne vais pas rentrer dans ce sujet, mais l'idée de croire que la majorité a raison, c'est faux. Hein, je veux dire, les lois anti-nazis, les lois anti-juives du régime nazi étaient démocratiques. Hein. L'ensemble des Allemands à l'époque hitlérienne étaient pour l'imposition de ces lois. D'accord? Donc, on voit bien que la démocratie, c'est pas forcément gage de pertinence. La deuxième manière, la deuxième voie en tout cas d'imposition de lois liberticides par la laïcité, c'est d'utiliser l'argument sécuritaire. D'accord? Donc là aussi, il est lié avec la pratique démocratique. S'il suffit de faire peur à l'ensemble de la population sur les risques de ci ou de ça, pour finalement avoir l'aval, je dirais, en point de vue démocratique, et l'assentiment populaire pour légiférer tous ces genres de lois, qui vont d'ailleurs encore, je dirais, se mettre en place, puisque Valls a parlé aujourd'hui de l'interdiction du hijab dans l'enceinte universitaire.
Encore une fois, la sécurité, hein, sur ce principe, je citerai juste la phrase de Benjamin Franklin qui disait qu'un peuple qui est capable de donner un peu de sa sécurité pour prendre sa liberté ne mérite ni l'une ni l'autre. Et on est vraiment dans ce paradigme en France avec les lois sécuritaires, la peur avec l'actualité qu'on connaît. Hein. Donc, très facile pour les politiques de faire lier une des causes à une des conséquences pour avoir l'assentiment populaire. Donc, on a ici un exemple de laïcité totalement contraignante vis-à-vis d'une minorité de la population. Une laïcité assez trouble, assez hypocrite, qui utilise les outils de la démocratie. Je rappelle que la démocratie, comment on la définit certains hommes politiques, ou même des auteurs, la démocratie c'est la préservation du droit de la minorité, puisque sinon on va sombrer dans une dictature de la majorité. Donc la démocratie c'est préserver les droits de la minorité. Et c'est lorsqu'on voit qu'une minorité a ses droits totalement préservés qu'on est chez certains dans un système démocratique. Deuxième chose, on rappelle il y a aussi une hypocrisie d'un point de vue de l'application de la laïcité en France, c'est le fait que l'État, sans aucune limite, s'ingère dans des questions rituelles, culturelles de l'islam. On va voir des ministres et des hommes politiques nous dire qu'est-ce que le bon islam, qu'est-ce que la bonne pratique, qu'est-ce que d'un point de vue rituel, culturel, même dogmatique, le musulman doit croire ou ne pas croire. Donc on voit bien qu'on est bien dans une trahison de l'esprit laïque libéral. Donc finalement, quand on résume de manière générale, lorsque la laïcité s'applique à l'endroit des musulmans, elle s'applique de manière radicale, extrême, et quand on doit appliquer la laïcité, c'est-à-dire que les hommes politiques n'ont pas à interférer sur le champ religieux, il n'y a pas de laïcité qui s'applique. Et on voit bien que ça pose le problème de la gestion politique de l'islam en France. On a une gestion qui est totalement néocoloniale, où les décideurs politiques, les hommes politiques décident qui est le représentant des musulmans. On a parfois dans certaines mosquées où ce sont les maires qui décident, qui s'interfèrent dans le culte religieux en désignant tel ou tel imam. Donc on a bien une trahison de l'esprit laïque qui était, de la laïcité je dirais libérale, qui était vraiment la neutralité de l'État vis-à-vis de la religion. Et finalement, on est dans une situation où la laïcité, sous prétexte de combattre l'intolérance, d'accord, devient elle-même intolérante. Et la laïcité française, elle a un syllogisme qui était extrêmement faux et trompeur, c'est qu'elle part du principe que la discrimination, qu'est-ce que c'est la discrimination? C'est une différence plus une injustice, d'accord? Une injustice qui est fondée sur une différence. Donc, tout porte à croire que la laïcité française, en vérité, au lieu de combattre l'injustice, elle veut éliminer la différence. C'est-à-dire, en fait, le hijab, l'islam, c'est des facteurs de différence, donc on va éliminer ça, pour combattre l'intolérance. Donc, au lieu de traiter le mal, c'est l'injustice, et de faire en sorte de combattre tout ce qui est d'ordre discriminatoire, de traitement inégal des populations à cause de leur religion, et bien la laïcité française, elle a une logique inverse, c'est que le mal c'est la différence, et on va combattre la différence. Et c'est ça l'idée de la tolérance en France. En réalité, on tolère, on a bien, derrière le mot, par exemple, je prends un exemple, le mot vivre ensemble. Vous avez tous entendu, vivre ensemble. Vivre ensemble, etc. Mais pour la comprendre dans la logique française, qu'est-ce que c'est vivre ensemble? C'est vivre ensemble si on se ressemble. D'accord? Elle est là. La différence, déjà, elle est problématique. Et l'idée de tolérance, de modernité de tolérance, dans le mot tolérer, d'ailleurs, il y a un côté médical. On tolère la douleur, c'est-à-dire on se fait souffrance quand même. On tolère une différence qu'on n'accepte pas et où on a du mal à faire avec, mais on est obligé. On tolère, dans l'espace public, on tolère. Et dans la vision française, elle est totalement inverse, c'est-à-dire qu'on élimine la différence. D'accord? Et je peux même aller plus loin, c'est dans l'explication. Si vous prenez par exemple un sujet qui a fait débat, qui a fait un grand débat, par exemple la théorie du genre. La théorie du genre, qu'est-ce que c'est? C'est de se dire qu'il y a une différence entre hommes et femmes. La différence entre hommes et femmes, c'est peut-être source de discrimination. Donc finalement,
cette différence-là, qu'est-ce qu'on va y faire? On va l'éliminer. D'accord? D'où le fait qu'on va inventer une théorie intermédiaire entre le genre qui n'est ni masculin ni féminin. Donc ça, c'est vraiment dans la logique philosophique française. Et il y a une grande tradition là-dessus, je ne vais pas revenir dessus parce que ça demande énormément d'explications, mais c'est la vision française. Et on remarque que sur ce point-là, la France, en réalité, ce n'est pas le pays de la liberté. Une des valeurs essentielles dans la France, dans le trinôme liberté, égalité, fraternité, la valeur essentielle, si vous comprenez maintenant un petit peu dans le sens où est-ce que je vais aller, la valeur essentielle, c'est l'égalité. Donc, c'est l'égalité qui est la valeur philosophique fondamentale de la France. C'est-à-dire l'égalité dans le sens, tout le monde doit être pareil que tout le monde. Tout le monde doit penser la même chose que tout le monde. S'il y a un élément discriminant de différence, déjà ça pose problème. C'est une grosse problématique. Le pays de la liberté, les pays de la liberté, en réalité, on regarde dans leur histoire, dans leur fondement constitutionnel, c'est plutôt les pays anglo-saxons. D'accord? L'Angleterre, les États-Unis sont des pays de la liberté, puisque c'est la liberté individuelle et collective qui prime. L'égalité, c'est une égalité juridique, une égalité de traitement juridique. Il y a un célèbre penseur russe, Alexandre Solzhenitsyn, excusez-moi, qui était un dissident du RSS, qui résumait tout ce que je viens de vous dire en une phrase. Les hommes sont tous différents. Ils sont tous différents parce qu'ils sont libres. S'ils sont tous égaux, c'est qu'ils ne sont pas libres. Donc, on voit bien que cette phrase résume l'ensemble de ce que je viens de vous dire. Et cette ambivalence de la laïcité française, entre une laïcité égalitariste qui veut, je dirais, qui veut nettoyer le champ public de toutes les différences, et un contre-champ de la laïcité libérale, laïcité, je dirais, anglo-saxonne, qui prime, qui plutôt utilise les concepts de liberté individuelle et de liberté collective, tout en s'assurant, bien entendu, du traitement juridique devant la loi, de l'égalité devant tous, devant la loi. Donc, de toute façon, j'étais arrivé à la finalité de ce que je voulais vous présenter aujourd'hui sur les ambivalences de la laïcité française. Le fait qu'elle possède un socle qui est commun, une idée en tout cas qui est commune à l'ensemble du monde occidental, c'est-à-dire la neutralité et puis l'égalité de tous devant les citoyens, devant l'État, mais aussi qu'elle possédait un côté assez radical, un côté dogmatique, un côté de religion. D'accord? Et le fait l'islam, il y a une chose qui est assez étonnante, c'est que l'islam, l'apparition de l'islam à l'heure actuelle, à l'époque, notre époque contemporaine, l'apparition de l'islam, en fait, agit comme une espèce de bug, d'accord? Puisque la laïcité, elle a énormément de prétentions, d'accord? Des prétentions de tolérance, des prétentions de garder intacte les libertés, de faire en sorte que les citoyens gardent leur esprit critique, et c'est le rôle de l'éducation nationale, de faire en sorte que les élèves gardent un esprit critique vis-à-vis d'une religion. Finalement, il y a tout ce genre, toute une série de prétentions, je pourrais toutes les citer, mais ça me prendrait beaucoup de temps, et puis, quoi qu'il en soit, c'est de savoir que c'est une idée philosophique qui est issue de la philosophie des Lumières, du rationalisme philosophique, avec beaucoup d'idéaux. Et finalement, dans l'application en France actuelle, l'islam fait bugger la machine, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on voit que concernant une minorité particulière et une religion particulière, toutes ces constructions idéologiques ont du mal à s'appliquer dans la réalité. Et notamment avec l'inflation législative de lois qui sont spécialement rédigées contre l'islam, que ce soit d'un point de vue sécuritaire, que ce soit d'un point de vue culturel. Il y a une espèce de création de lois d'exception, d'accord, avec
une espèce je dirais, qui existait déjà à l'époque algérienne, hein, d'accord? Avec l'islam, on prend toujours, il y a une laïcité à plusieurs vitesses, et avec l'islam, il y a une espèce de laïcité d'exception, qui fonctionne sur deux principes, toujours. C'est quand il faut que la laïcité s'applique au bénéfice de l'islam, elle ne s'applique pas. Et quand il faut qu'elle soit libérale, elle n'est pas libérale, elle s'applique avec une rigidité et une volonté de réduire la part du religieux dans les consciences musulmanes. De la même manière que la laïcité a déchristianisé la France depuis ce dernier siècle. D'accord? Et aujourd'hui, l'enjeu fondamental de certains, je vais utiliser un terme qui est assez fort, mais quand on sait que c'est une religion, c'est pas assez fort, mais ce qu'on appelle les croisés de la laïcité, c'est une volonté d'évangéliser, d'accord, les nouveaux arrivés, les nouveaux arrivés dans le champ sociétal français, ce sont les musulmans, ce sont les nouveaux, entre guillemets, les nouveaux barbares à évangéliser selon la religion laïque. Ça veut dire de désislamiser, de faire en sorte que la pratique musulmane n'ait plus aucune emprise sur eux, et de la même manière qu'ils avaient fait ce processus pour, je dirais, les Français catholiques. Et vraiment, il faut comprendre cette ambivalence de la laïcité. Deuxième chose importante qu'il faudra vraiment mettre l'accent dessus, c'est le fait que la différence entre la liberté et l'égalité. Je pense que c'est fondamental en France. Quand on voit certaines personnalités musulmanes, certains groupes qui pensent bien faire, mais reprennent par exemple dans leur discours, tout ce qui concerne toute cette espèce de pensée conformiste sur la laïcité, ça ne fait pas avancer le débat. D'accord? On entend encore aujourd'hui, encore à l'heure actuelle, des personnalités qui nous disent, par exemple, que dans l'islam en France, la laïcité en France, c'est une chance pour nous musulmans, puisque si on vivait dans un pays chrétien, peut-être que notre situation serait différente, etc., etc. D'accord? Ça, c'est absolument faux. D'accord? C'est un syllogisme qui est purement français. On voit bien que ce sont dans des pays qui ne connaissent pas la laïcité à la française, c'est-à-dire des pays qui même peuvent avoir une religion d'État chrétienne, ils respectent, je dirais, la pratique musulmane. Ne serait-ce que le cas anglais, dans lequel il y a une religion d'État, dans lequel il n'y a pas de laïcité, et dans lequel la minorité musulmane anglaise elle jouit d'un espace de liberté qui nous ferait tous rêver ici, hein, d'accord, sans rentrer dans les détails. Je pense qu'on connaît la situation anglaise, sans l'idéaliser, bien sûr. Chaque pays a ses avantages, ses inconvénients. En termes de liberté, hein, moi je pense que les musulmans aujourd'hui doivent vraiment faire en sorte de se réapproprier le combat des libertés individuelles. Et prendre pour exemple ce qui a pu se passer aux États-Unis dans les années 50 et les années 60, le combat des Noirs pour l'égalité des droits civiques. Donc nous, c'est pas ce genre de combat, l'égalité des droits civiques. Les droits civiques, on les a, les musulmans. Au contraire, par exemple, le fait de voter, ce droit, on l'a. Mais c'est des combats sur le concept de liberté. Puisque déjà, c'est un concept qui est très défaillant en France et qu'il faut réactiver. Et c'est, à mon avis, une des enjeux de ces années à venir pour essayer de réfréner cette tentation, je dirais, tyrannique et liberticide de la laïcité. Il faut remettre les choses à leur place et retravailler sur cette notion en disant que, se posant des questions fondamentales, qui est laïque? Qu'est-ce que la laïcité? Si on arrive à revenir sur ces fondements, on remet dans leur cadre initial certaines notions. Et on préserve en même temps la liberté de croyance, la liberté de religion qui est consacrée par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. L'autre élément qui est intéressant, c'est de montrer aussi que cette laïcité française, ce n'est pas une idée universelle, dans le sens d'universalité qui est capable de s'appliquer partout dans le monde, puisqu'on remarque bien
qu'au sein déjà du monde occidental, qui était chrétien, d'accord, la laïcité, les Français ne veulent pas partager. C'est une idée qui est vraiment strictement française dans son essence et pire encore dans son application. Donc, cette idée de croire, prétendre que la laïcité est un modèle qui pourrait s'appliquer ailleurs, et pire, dans des pays qui n'ont même pas connu culturellement n'ont même pas, je dirais, de points communs avec la France. Je vous rappelle que la laïcité est induite par le christianisme. Et quand aujourd'hui on voit certains hommes politiques français faire la promotion de la laïcité dans des pays, notamment les pays musulmans, c'est toujours la même chose. Hein. On essaye de la même manière qu'on essaie de laïciser les musulmans en France, on essaye de laïciser les États, les pays musulmans et les populations musulmanes dans le monde. Et donc c'est vraiment une aberration puisqu'on sait très bien que la laïcité est strictement française et encore une fois n'est même pas partagée par le monde occidental. Et d'ailleurs de toute façon on voit bien notre expérience, je dirais historique, les applications de la laïcité dans le monde musulman, elles ont toujours été faites grâce à des dictatures. Il y a un excellent livre de Pierre-Jean Bizarre qui s'appelle Dictature laïcité en termes d'islam, et il montrait bien qu'un État laïque dans le monde musulman ne pouvait exister que grâce à la laïcité, grâce à la dictature, excusez-moi, puisque c'était pas un processus naturel, c'était pas quelque chose qui était induit littéralement par des phénomènes de la société musulmane et qui aboutissait à la laïcité, comme en France. Elle a connu son histoire, je dirais, de sécularisation, christianisme, sécularisation pour accoucher de la laïcité. Donc la laïcité en termes d'islam est forcément appliquée avec des moyens, je dirais, dictatoriaux. On a le cas, l'exemple de la Tunisie de Bourguiba et de Ben Ali, l'État laïque tunisien sous Bourguiba et Ben Ali. On a le cas de Saddam Hussein en Irak, on a le cas de la dynastie Assad en Syrie, et puis on a le cas dernièrement avec ici en Égypte. À chaque fois, le logiciel État laïque ne subsiste que grâce à une dictature laïque. Donc l'islam, la relation de la laïcité à l'islam, elle est assez importante sur ce point-là. C'est que d'un point de vue intérieur, elle montre qu'il y a des dysfonctionnements, que la laïcité, lorsqu'elle peut dépasser son ordre, eh bien, induit une destruction de ses autres idéaux, la liberté. Donc la laïcité devient anti-libérale et elle use même si elle use de moyens purement démocratiques, comme je vous l'ai expliqué. Vous savez qu'il y a un auteur espagnol qui disait la liberté et la démocratie, ce sont deux idées totalement différentes. Elles peuvent être liées à un moment d'histoire. Liberté et démocratie peuvent être liées à un moment d'histoire, pour lutter par exemple contre la tyrannie, mais à un moment donné, elles se séparent. Et la démocratie est contre la liberté. Comment expliquer cela avec l'exemple de l'islam en France? C'est que les lois liberticides, elles ont toujours un fondement démocratique. Et ces lois liberticides sont contre la liberté individuelle et collective des musulmans de pratiquer leur religion. D'accord? Donc on voit bien que la démocratie, dans sa vision égalitariste, est antilibérale. Et ça, c'est un débat qui remonte depuis très longtemps. Je ne vais pas revenir sur la différence entre Voltaire et Rousseau, donc deux philosophes des Lumières, mais qui étaient totalement opposés. Donc ce sera un petit peu, réducteur de dire que Rousseau c'est plutôt l'égalité et Voltaire c'est plutôt la liberté, mais il y a un fond de vérité, d'accord? Et donc c'est quelque chose c'est un clivage qui traverse toute la philosophie politique européenne. Et donc les musulmans en France, à l'heure actuelle, doivent, à mon avis, à mon sens, pour essayer de réfréner la machine, se mobiliser sur les termes de liberté individuelle et de liberté collective. La deuxième chose, il y a plusieurs autres moyens, mais je pense que celui-ci c'est vraiment quelque chose, c'est des thématiques qui ne sont pas assez utilisées, ni par les leaders de l'Islam de France, ni par leurs représentants, les imams, etc. Donc vraiment, c'est vraiment un champ quasiment vierge, dont les musulmans doivent se réapproprier certaines thématiques pour pouvoir
défendre leur liberté individuelle et collective de pratiquer leur religion. Je termine, parce que normalement je voulais faire une petite bibliographie sur tous les sujets que je viens d'énoncer. Je rappelle une chose très importante, hein. Tous ces éléments sur la laïcité, ils existent en termes de... Ce sont des faits plus ou moins objectifs, donc j'essaie très sincèrement qu'ils soient objectifs. Ils sont assez peu dits dans le monde des médias. Pourquoi? Pour des raisons que l'on sait, hein, puisque ça créerait des questionnements sur l'ensemble de la population, mais tout est référencé sur l'ambivalence de la laïcité et l'histoire, notamment aussi de la non-application de la laïcité dans l'Algérie française, est assez significative. Et grosso modo, vous retrouverez ces références et plus sur mon premier livre que j'ai là, c'est la 3e édition, qui s'intitule « De l'idéologie islamique française ». Donc grosso modo, il y a quasiment tout ce que je viens de vous dire en un petit peu plus détaillé et en un petit peu plus approfondi, en sachant bien que ce livre, il a un côté pamphlet, ça veut dire qu'il a un côté, entre guillemets, rentre dedans. Donc, parce que je l'avais écrit, hein, il faut revoir le contexte, je l'avais écrit après la loi interdisant le livre. J'avais commencé à l'écrire bien avant, entre 2004 et 2010, donc avec la situation contre la mise en place des premières lois liberticides, anti-hijab et anti-niqab. Donc, il y a un petit peu sur le mode du pamphlet. Mais ça reste, tout est sourcé, tout est référencé, et je pense que vous trouverez tous les éléments nécessaires.